Une rencontre avait lieu vendredi 24 avril 2026 avec l'essayiste Elsa Deck-Marceau, cofondatrice de Fracas, collectif queer et féministe d'entraide militante à la prise en charge des conflits et des violences en milieu intracommunautaire. Elle y présentait son ouvrage « La violence en spectacle, féminisme, état punitif et figure de la victime » aux éditions de La Fabrique, dans lequel elle montre comment le féminisme a progressivement glissé vers des positions punitives et carcérales au détriment d'une conception collective et dépolitisée de la lutte. La discussion était menée par Céline Pouillot. On va pouvoir commencer. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette rencontre autour du livre d'Elsa Deck-Marceau, La violence en spectacle, qui est paru aux éditions La Fabrique au mois de mars. Donc merci beaucoup à toi, Elsa, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Donc ce second livre, La violence en spectacle, on peut dire, fait suite à Faire justice, qui a été publié en 2023 aux éditions La Fabrique, où tu as analysé déjà l'imbrication féminisme et justice dans les milieux militants. Aujourd'hui, tu reviens donc avec La violence en spectacle et forte de ton expérience en justice transformatrice, grâce au collectif Fracas que tu as cofondé en 2019, dont on parlera plus tard. Là, pour le coup, tu vas analyser... Pardon, excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Voilà, grâce à cette expérience donc, de la justice transformatrice, tu vas pouvoir nous proposer en fait une alternative à la violence de nos sociétés sans forcément passer par la justice hégémonique des institutions. Alors, pour commencer, la première question que je voulais te poser, c'est à l'origine de ce livre, il y a 3 événements marquants. Lesquels ? Si tu pouvais nous en parler. Peut-être avant de répondre à cette question, je voulais juste en dire un peu plus de où j'écris et de qui je suis. Je pense que ça va aider à resituer pourquoi je parle de ces 3 événements. Donc effectivement, j'ai cofondé un collectif qui est un collectif queer et féministe d'entraide militante sur la question des conflits et des situations de violence. Et du coup, notre raison initiale de création, c'était d'intervenir dans ces milieux queer et féministes qui avaient du mal à répondre à la violence autrement que par la violence, en essayant du coup de se muscler un peu sur, ok, on fait face à des situations de conflit, des situations de crise diverses et variées, comment on peut essayer d'y répondre un peu mieux, un peu différemment que ce qui nous est proposé comme modèle de la justice, notamment pénale et punitiviste. Et donc l'idée, c'était vraiment d'intervenir dans ces milieux, depuis à la base plutôt des situations plutôt de harcèlement collectif, de dénonciation en ligne collective, etc. Donc plutôt des mouvements de groupe à l'égard d'individus en particulier, plus que du coup sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et je pense que c'est important de dire qu'on vient de cet endroit-là. Donc l'idée, c'était de se dire qu'il y avait plein de gens dans ces communautés-là qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas faire appel à la police et à la prison pour faire face à leur propre situation, et que du coup, il fallait qu'on puisse inventer des alternatives ou des manières de répondre à ces violences d'une manière qui les force pas à aller vers une solution ou une option qui leur semblait pas enviable. Donc c'est comme ça qu'on a cofondé ce collectif, et ça fait du coup quelques années qu'on accompagne des personnes dans ces milieux militants. Et donc le premier livre, effectivement, c'est plutôt sur les dynamiques de groupe et comment ces pratiques-là ont pu se développer au sein des milieux militants dans lesquels on était. Alors que le deuxième, pour le coup, c'est plutôt une critique sur un niveau social et politique un peu plus large, qui a émané de effectivement 3 événements. Donc peut-être que je ne vais pas juste les lister, mais juste les donner un peu au fur et à mesure de la présentation, dont le premier est le procès des violeurs de Mazan. Donc il y a quelques mois maintenant, ça commence un peu à remonter. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour moi lors de ce procès ? C'est que je regarde, donc comme vous sûrement, ce qui se passe à ce moment-là, les mobilisations qui se déroulent autour. Et notamment, il y a des mobilisations féministes avec des personnes qui viennent sur sur le devant du tribunal se mobiliser, notamment des groupes féministes avec Nous Toutes. Enfin, il y a plusieurs groupes féministes qui se mobilisent à ce moment-là. Et il y a un slogan qui ressort et qui vient me percuter, et c'est un slogan qui est affiché dans les murs de la ville avec des collages, qui est affiché sur les pancartes et qui dit un viol est un viol, 20 ans pour tous. Un viol est un viol, 20 ans pour tous.
Et donc là, je vois ça et je me dis, ah oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, si on connaît un peu l'histoire du féminisme, on voit que le fait qu'il y ait des féministes qui se mobilisent pour demander plus de sanctions comme étant la meilleure manière de venir soutenir la personne victime en l'occurrence, et derrière elle la cause des femmes et la cause des victimes, c'est quelque chose qui est finalement assez récent dans l'évolution du féminisme, notamment du féminisme majoritaire. Et finalement, c'est une sorte de renversement total entre les années 50 et les années 2000, parce que dans les années 50, au contraire, il y avait des féministes qui se mobilisaient pour aller dans les procès et demander la relaxe des auteurs de violences, des violeurs, en disant que de combattre un individu, d'incarcérer un individu ne changerait rien au système du patriarcat. Donc finalement, on voit bien que dans les années 70 et là, en 2024, les mobilisations féministes finalement se retournent complètement. Et c'est ça qui, pour moi, c'est un des événements, c'est un peu du storytelling, quoi, mais en tout cas, c'est un des événements qui me donne envie d'écrire ce livre pour essayer de comprendre justement dans quel paradoxe on se retrouve au sein du féminisme, et notamment du féminisme majoritaire, au sein du mouvement féministe, dans quel paradoxe on se retrouve dans notre alliance à l'État, à l'égard de l'État et à l'égard du système pénal. Et d'ailleurs, tu parles, en fait, le terme que tu utilises, c'est contre-révolution féministe, pour parler de ce tournant sécuritaire qui a eu lieu plutôt au niveau des années 80, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu veux que je... Oui, peut-être retracer un peu la généalogie de ce féminisme toujours un peu plus punitif et carcéral. Ouais. Donc effectivement, si. Donc pour en dire un peu plus sur cette histoire, parce que moi donc j'ai besoin aussi en tant que féministe moi-même de comprendre les paradoxes dans lesquels on se retrouve, et notamment le fait que malgré le fait qu'on soit de plus en plus sensible à la critique de la prison, à la critique de la police, notamment des critiques qui sont portées par les mouvements contre les violences policières, par les mouvements antiracistes, etc. Malgré le fait qu'on y soit de plus en plus sensible, on a du mal à proposer autre chose aux personnes victimes, on a du mal à prendre en charge les situations de violence autrement qu'en poussant ces personnes vers le dépôt de plainte. Et donc, pour moi, ça, c'est un paradoxe et j'avais besoin de le comprendre. Et donc, je suis allée un peu sur les pistes et la trace de ce qu'on appelle le féminisme carcéral, c'est-à-dire un féminisme qui repose sur l'idée que c'est par la sanction, c'est par la prison, c'est par le durcissement de peine, par le carcéralisme et le punitivisme qu'on arrivera au bout des violences sexistes et sexuelles. Donc c'est vraiment l'idée que c'est en s'appuyant sur l'État, sur la punition, sur le système pénal qu'on arrivera à mettre un terme à ces violences, et donc que ces instances-là représentent des alliés finalement pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc comprendre ce féminisme carcéral, déjà, c'est comprendre que ça n'a pas toujours coulé de source pour les féministes. Donc en fait, c'est possible de l'historiciser, c'est possible de comprendre dans quel contexte ce féminisme-là a émergé et comment il s'est formulé. Et en fait, ce qu'on observe quand on essaie justement de s'arrêter sur cette histoire, c'est que à la suite de mai 68, au tout début des années 70, il y a un mouvement féministe qui est assez fort et qui se formule plutôt dans une grammaire révolutionnaire. C'est-à-dire que il y a des revendications qui ont cours dans le féminisme, qui sont plutôt des critiques de l'État, des critiques du système carcéral, des critiques du système pénal et plus généralement de tout ce qui a la forme prison, c'est-à-dire le foyer, le travail, les hôpitaux psychiatriques, mais aussi les foyers pour jeunes femmes, etc. Et en fait, au début des années 70, il y a une convergence des luttes, en tout cas une alliance un peu ponctuelle qui s'effectue entre les féministes d'une part et les mouvements de prisonniers d'autre part, parce que c'est des mouvements qui sont, pour différentes raisons, un peu à la marge des mouvements ouvriers et des mouvements marxistes, en tout cas qui s'en autonomisent relativement pour les féministes, et qui voient qu'ils ont un enjeu commun à critiquer, cette forme-là prison, puisque de manière différente, cette forme prison-là les enferme tout simplement. Et donc il y a des mouvements qui s'organisent pour critiquer ces instances. Et donc voilà, ça c'est le mouvement révolutionnaire à ce moment-là, enfin en tout cas le féminisme révolutionnaire est plutôt majoritaire au sein du féminisme, mais ça c'est quelque chose qui change complètement à partir des années 75 et qui va progressivement être éludé au sein du mouvement féministe qui va en fait se reprogrammer, se redistribuer autour d'une grammaire de plus en plus réformiste. Et en fait, ce qui se passe effectivement, c'est qu'au début des années 80, il y a un revirement néolibéral total qui en fait emporte la plupart des mouvements sociaux à cette époque et qui ne manque pas d'emporter le mouvement féministe aussi, qui en fait de plus en plus commence à s'allier avec l'État pour faire avancer son propre agenda politique.
Et on voit qu'à partir des années 80, finalement, l'alliance entre l'État, le système pénal et les féministes est complètement ferrée, notamment avec l'arrivée de François Mitterrand dans ces années-là au pouvoir, avec la création d'un ministère des droits de la femme et la compréhension du gouvernement d'un État qu'il a tout intérêt finalement à capter une partie des mouvements militants et notamment des mouvements militants féministes pour venir légitimer ces politiques et notamment ces politiques sécuritaires, puisque peut-être que certains s'en rappellent, mais le couple sécurité-insécurité à ce moment-là commence à prendre vraiment de la valeur sur un plan médiatique, social, etc. Et donc, en fait, les féministes se retrouvent prises dans ce tournant-là, et qui vient aussi s'appuyer sur des scissions en interne. Donc, en gros, à ce moment-là, le féminisme réformiste qui repose de plus en plus sur les tribunaux, non pas comme il le faisait au début des années 70, comme des espaces, des tribunes pour porter des revendications sociales et une critique de l'État. Finalement, ça, c'est un peu mis à la porte pour finalement avoir recours au système pénal de manière plus ponctuelle et en fait pour un usage quotidien et répressif de la loi à l'égard des auteurs de violences. Donc finalement, on passe d'une conception du droit qui est mobilisé par les féministes pour venir critiquer l'État et le système pénal à une utilisation du droit beaucoup plus en termes d'alliance d'aide au quotidien dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc en fait, on voit que les années 70, c'est vraiment un moment charnière dans le mouvement militant, dans le mouvement féministe, et que la fin des années 70, le début des années 80 était tellement violent, dans le sens où ça a été un tel tournant que finalement on en est venu quelque part à oublier qu'il y a cette histoire révolutionnaire au sein du féminisme, qu'il y a cette histoire révolutionnaire et notamment de remise en question des institutions pénales et carcérales, qui en fait a été très vive dans les années 70 et qui a été un peu, en quelque sorte, oublié. Donc c'est pour ça que je parle de contre-révolution. C'est que, en fait, toutes les revendications, toute la mobilisation révolutionnaire a été éclipsée. Et là, on se retrouve en 2025, finalement, à porter des revendications qui n'auraient jamais été possibles de porter dans ces années-là, quoi. Et à ce sujet, du coup, tu utilises ce terme, que j'ai trouvé super, le terme d'idéalisme punitif. Et j'aimerais bien qu'on le redéfinisse ensemble parce que je pense que voilà, c'est un terme qui colle parfaitement effectivement à cette mouvance. Effectivement, donc c'est ce que j'ai dit, c'est l'idée que en reposant donc sur à la fois le système pénal et à la fois l'État, c'est par là qu'on arrivera à mettre fin à la lutte contre les violences sexuelles, mais c'est aussi de croire que ces instances-là nous offrent un horizon politique enviable. Et que finalement les objectifs que se fixe le système pénal en lien notamment avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est de croire que ces objectifs sont possibles et que c'est bien par l'enfermement, l'incarcération de milliers de personnes, que c'est bien par le fait d'augmenter toujours les peines, que c'est bien par le recrutement de policiers, par le fait de signer des nouveaux budgets pour la formation de ces policiers, de ces magistrats, etc., que c'est bien par l'ensemble de ces mesures qu'on arrivera à mettre fin aux violences sexuelles. Et pour moi, ça, c'est une forme d'idéalisme parce que c'est de reprendre un idéalisme qui est au départ porté par l'État, au départ porté par les magistrats, par la police, etc., de le reprendre pour soi en pensant que finalement, voilà, qu'on va croire à cet idéal et qu'on va en faire un objectif de lutte à proprement parler. Et donc ça rejoint en fait le deuxième événement qui me pousse à écrire ce livre. C'est une proposition de loi cadre intégrale qui est proposée par une coalition féministe qui rassemble plusieurs dizaines d'associations féministes d'ampleur nationale. Et qui est publiée, la proposition de loi est publiée en 2024, en novembre 2024, donc c'est quand même assez récent. Et donc c'est 130 propositions de loi, où à la fois il y a tout un aspect de prévention, d'éducation, de comment on peut mettre en place des programmes de sensibilisation dans les collèges, etc. Enfin, il y a vraiment tout un tas de propositions qui sont faites, mais il y a aussi tout un volet judiciaire et pénal qui est en fait le volet principal de cette proposition de loi cadre, où justement on va encore une fois demander donc plus de police, plus de systèmes de contrôle, etc. Et toujours en s'adressant à l'État et en demandant à l'État de venir coordonner ça au niveau national. Donc ça montre vraiment une confiance dans un État qui serait neutre, qui serait bienveillant, qui serait un tiers qu'il faudrait faire intervenir dans nos situations. Et du coup, qui met à la porte aussi toute la critique d'un État qui n'est pas un État neutre, justement, qui est un État qui est le premier violeur, le premier oppresseur. Voilà, le premier oppresseur, etc. Et dont les appareils de contrôle les plus coercitifs et les plus violents, justement, sont la police, la prison, etc. Et c'est complètement évacué, par exemple, dans cette proposition-là. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment le fait de venir montrer
en fait, l'idéalisme punitif qui a été repris par les mouvements féministes, de venir le resituer aussi historiquement et politiquement, puisqu'on est aussi là face à un féminisme hégémonique qui a du mal à prendre de l'écart par rapport à son alliance avec un État qui, en fait, est de manière générale et de manière un peu omniprésente dans les mouvements sociaux dernièrement, montré comme une source de violence majeure. Et du coup, c'est ce qui est très étonnant, parce qu'on sait en fait du coup qu'il y a quand même une certaine méfiance vis-à-vis de la justice, vu que les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes portent plainte dans 10% des cas. Alors comment on explique qu'aujourd'hui, alors déjà où on en est effectivement dans le féminisme au niveau de la question carcérale, comment expliquer en fait que les alternatives à la prison soient parfaitement impensables pour la plupart des féministes malgré cette méfiance? Ouais. Du coup, effectivement, ça c'est un peu le point de départ du livre, de dire il y a tellement peu de gens qui portent plainte. En fait, cette coalition féministe, c'est pas seulement le fait qu'elle propose de recruter plus de policiers, etc. C'est qu'elle dit il faut restaurer la confiance des victimes dans la justice pénale. Et moi, ça m'écorche les oreilles vraiment, parce qu'en fait, il s'agit pas de restaurer une confiance. Déjà, cette confiance n'a jamais existé. Et c'est pour ça qu'il y a 10% des personnes qui vont faire un dépôt de plainte, mais 90% d'entre elles ne choisissent pas ce chemin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait de ces 90% ? Il y a vraiment pour moi une question d'humilité à faire le constat que ce choix n'est majoritairement pas fait par les personnes victimes, et donc comment on peut venir en fait nous adapter aux choix qui sont faits par ces personnes pour elles-mêmes, parce qu'elles estiment, alors parfois sous emprise, sous contrainte, etc., mais il y a aussi plein d'autres personnes qui ne veulent pas, et de manière sciemment et intelligente, etc. Il faut arrêter de les voir comme des personnes qu'il faudrait façonner au désir de porter plainte. En fait, il y a des gens qui ne font pas ce choix-là et qui le font volontairement, et donc comment on peut venir inventer des choses pour les aider à obtenir justice, pour les aider à obtenir une reconnaissance des torts qu'elles ont subis, qui ne les force pas à aller voir des instances qui, par ailleurs, produisent des violences institutionnelles, des violences racistes, oppressives, etc., qui ne produisent pas ces violences, parce qu'en fait, de fait, ça va de toute façon les mettre dans une situation où elles vont devoir choisir entre se faire protéger, par exemple, de la personne violente, et de l'autre, ou se faire toucher par ces violences institutionnelles. Donc en fait, c'est vraiment un choix dans lequel il faut qu'on arrête de mettre les gens, quoi. Et donc là, c'est vraiment se tourner vers le féminisme majoritaire et d'essayer de se questionner sur, effectivement, quel est l'intérêt de ce féminisme-là à toujours porter vers le dépôt de plainte. Et moi, je crois que c'est un ensemble de facteurs que j'essaye d'expliquer, mais il y a le fait aussi que, finalement, on s'est enfermé dans une sorte d'impasse au fil des ans, qui nous fait voir aussi, en fait, il y a eu un mouvement d'auto-restriction des luttes féministes qui a restreint vraiment le spectre des revendications qu'elles pouvaient porter, le spectre des choses qu'elles pouvaient porter sur un niveau social et politique, aussi par, du coup, je l'ai expliqué, par ce revirement de situation dans les années 70, au début des années 80, qui en fait s'est continué jusqu'aux années 2020. Mais c'est vraiment le fait que on a rétréci tout le spectre de tout ce qu'on pouvait revendiquer, des mobilisations de masse qu'on pouvait organiser pour pouvoir justement défendre ces problématiques et aussi inventer des alternatives, s'organiser pour inventer des alternatives, et en fait, dans le contexte de ce féminisme-là, c'est quasiment impossible, parce que c'est des années de compromission, c'est des années d'alliance, et qu'il y a vraiment un regard critique qui n'est pas porté sur cette alliance-là. Donc pour moi, ça c'est un peu le livre, c'est un peu le premier pas de dire, en fait, où sont tous les paradoxes dans lesquels ça nous jette de porter ces politiques-là, et comment on peut en sortir. Ça, pour moi, c'est le second pas. Mais du coup, ça pose vraiment la question de pourquoi les féminismes ont entretenu ce monopole des professionnels du droit, pourquoi le féminisme a entretenu ce monopole du dépôt de plainte comme la seule bonne réponse. Et pour moi, c'est à la fois parce qu'on s'est auto-restreint, mais aussi parce que, effectivement, il faut inventer aujourd'hui des alternatives viables pour le plus grand nombre, et ça, c'est un énorme chantier. Mais en fait, tant qu'on ne se rend pas compte que ça, c'est possible, que c'est possible de commencer ce chantier, et c'est possible de penser des alternatives, c'est sûr qu'on ne peut pas se lancer dans ce chantier. Donc il y a pour moi un premier mouvement à faire, et qu'ensuite, voilà, on pourra s'asseoir autour d'une table et commencer à vraiment discuter sérieusement des alternatives qui, en plus, sont très prometteuses et existent déjà et ont déjà été pensées par tout un tas de mouvements sociaux, y compris en France, mais pas uniquement. Et as-tu des exemples en fait de ces alternatives, peut-être de choses que tu as expérimentées avec ton collectif Carrément. Au-delà de ce que j'ai... Donc moi, le collectif Fracas, c'est un collectif où on est 5. On va devenir 7 bientôt, mais voilà, vous voyez, on n'est pas trop nombreux. Et du coup, peut-être que je vais plutôt parler de la justice transformatrice et de la justice... la justice transformatrice, déjà, ce sera pas mal pour commencer, mais pour donner effectivement un exemple et de à quoi ça peut ressembler tout ça. Donc la justice transformatrice, c'est... une notion et un ensemble de pratiques qui ont été pensées dans les années 2000 aux États-Unis
dans des communautés de femmes, enfin de personnes féministes et antiracistes qui avaient pour enjeu de penser à comment on pouvait répondre à la violence autrement que par la violence, et surtout autrement qu'en faisant appel à la police qui allait reproduire plus de violence dans leur situation. Donc c'était des personnes qui étaient dans des communautés plutôt de personnes issues de l'immigration ou des personnes précarisées, des personnes sans papier, etc. et qui avaient comme enjeu de ne pas exposer les gens de leurs propres espaces à la police et à plus de prison, puisque c'était des personnes qui étaient déjà surcriminalisées. Et donc, elles se sont montées, enfin, c'est plusieurs groupes féministes qui se sont montés à ce moment-là, notamment Critical Resistance, etc., qui étaient des groupes qui avaient pour enjeu de réfléchir notamment aux questions de violence conjugale, de violence domestique, d'inceste, etc., donc des choses quand même assez, des actes assez graves, et qui avaient besoin de réfléchir à comment s'organiser. Et donc, elles ont pensé des dispositifs dont le dispositif canonique, c'est à la fois de créer, donc c'est des approches qui sont centrées sur les victimes et qui sont centrées sur les besoins des personnes victimes, et de comment on peut, depuis un groupe de soutien qui se forme autour des personnes victimes pour les aider à formuler quelles seraient les attentes qu'elles auraient par rapport à leur situation, quels seraient les besoins qu'elles auraient par rapport à la situation, comment on pourrait à la fois venir responsabiliser, accompagner l'auteur pour qu'il puisse répondre à certains de ses besoins et de ses attentes, mais aussi comment on va venir introduire, et c'est ça pour moi le nouveau pas de la justice transformatrice, et c'est pour moi un horizon politique qui me semble essentiel, comment on va introduire aussi la communauté ou le collectif qui est autour pour essayer de responsabiliser et de mettre en jeu ce collectif. Donc la justice transformatrice, c'est à la fois mobiliser, enfin à la fois prendre en charge et venir soutenir les personnes directement impliquées par le fait de violence, mais aussi de venir faire un travail avec les gens qui sont autour, avec l'entourage et le collectif, pour venir à la fois réfléchir sur comment la situation de violence a été possible, c'était quoi les dynamiques de groupe en fait qui ont favorisé cette violence, mais aussi les dynamiques structurelles, systémiques, etc. Donc qu'est-ce qui a favorisé l'émergence de ce fait de violence, mais comment aussi on peut venir répondre à cette situation de violence en s'appuyant sur le collectif. Et donc, pour moi, c'est là où ça commence à peindre un avenir un peu plus enviable que la justice punitive pénale. En tout cas, c'est le fait que, en fait, de venir répondre à des faits de violence ponctuellement, personne par personne, c'est infini. Ça ne s'arrêtera jamais. Enfin, on vivra toujours, on traversera toujours des situations de violence. Mais par contre, de venir muscler les collectifs sur leur compréhension de c'est quoi une violence, comment une violence arrive et comment on peut y répondre, finalement, ça commence à créer des horizons qui sont un peu plus enviables et qui en fait sont déjà le lot de beaucoup de gens, parce qu'en fait il y a déjà beaucoup de gens qui font face aux situations de violence et qui y font face sans faire appel à la police et à la prison. Là, c'est simplement de pousser vers une organisation collective, et le fait que prendre en charge ces situations et ne pas les silencier, ne pas les minimiser, etc., ça nous offre aussi des possibilités de redéfinir ce qui fait commun, et de redéfinir c'est quoi le vivre ensemble, c'est quoi la justice, en fait qu'est-ce qui fait justice entre nous. Du coup, c'est quoi la différence avec la justice restaurative, pardon. Bon, franchement, restaurative et réparatrice. Donc, oui, effectivement, c'est un amalgame qui est souvent fait. Oui. Qu'est-ce que l'un et qu'est-ce que l'autre. Donc, la justice réparatrice, pour le coup. Donc, bon, je vous en ai dit pas mal sur la justice transformatrice, mais du coup, vous comprenez que si c'est une justice qui vise à critiquer aussi le système dans lequel on se trouve, c'est une justice qui est profondément abolitionniste, dans le sens où elle vise l'abolition du système pénal et carcéral. Elle vise aussi l'abolition de l'État capitaliste, du système capitaliste et impérialiste dans lequel on se trouve. Donc ça, c'est l'objectif politique. Là où, du coup, c'est ça qui la différencie quand même de la justice restaurative, qui, pour le coup, vous en avez peut-être entendu avec Je verrai toujours vos visages, c'est un film qui est sorti il y a quelques années maintenant. C'est une justice qui, en France, dans sa forme contemporaine, parce qu'en fait elle a existé partout dans le monde à toute époque, etc., mais en France en l'occurrence, c'est une justice qui vise plutôt à prendre en charge d'un côté les victimes et de l'autre les auteurs, donc les protagonistes directement concernés par les faits de violence. Il n'y a pas cette notion de collectif ou de communauté, ou en tout cas elle est vraiment minimale. Et surtout, elle se développe en fonctionnant avec le système pénal et avec le ministère de la Justice, puisque en France, depuis 2014, elle est passée dans la loi. Toute personne qui dépose plainte ou qui est touchée par une plainte peut faire appel à une mesure de justice restaurative. Et donc, c'est des mesures qui se déroulent en prison. C'est des mesures qui se déroulent à l'égard de personnes qui ont été incarcérées ou qui vont l'être, etc. Et donc, c'est une justice qui, en fait, se concentre beaucoup à un niveau interpersonnel, et de comment on peut venir restaurer une situation avant que la violence arrive. Donc, comment on peut restaurer une situation d'apaisement antérieur ou une relation qui a été abîmée. Mais il n'y a pas cette notion de transformation sociale et de transformation politique des mouvements dans lesquels on se trouve.
Et donc, du coup, quand on parle effectivement de justice hégémonique, dominante, etc., tu dis que toutes les victimes ne se valent pas. Et ben, du coup, j'aimerais bien qu'on développe effectivement cette justice qui est inégalitaire. Bah, effectivement, ça c'est quand même une idée qui commence pas mal à passer, y compris dans les mouvements féministes. C'est-à-dire que, en fait, l'État nous présente le fait que, voilà, par le dépôt de plainte, une fois qu'on aura accédé au dépôt de plainte, on pourrait accéder à une forme de protection, une forme de reconnaissance des torts subis, etc. Et puis que le dépôt de plainte, ce serait égalitaire, que tout le monde pourrait y avoir accès. Et que finalement la protection de l'État serait la plus large possible et pourrait toucher tout le monde. Mais en fait, l'idée vraiment, et dans les mouvements féministes, mais c'est vraiment développé par d'autres mouvements sociaux, et c'est là où aussi on trouve une forme de convergence de la critique, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que finalement toutes les victimes ne se valent pas aux yeux de l'État et que la protection de l'État, même l'accession à un statut de victime est très inégale parmi les personnes, parmi surtout les catégories de population, et qu'en fait il y a plein de gens qui ne peuvent pas avoir accès à ce statut, d'une part, mais aussi qui ne peuvent pas avoir accès à la protection qui est censée découler de ce statut. Donc il y a vraiment l'idée que en axant le féminisme, en axant son mouvement autour de revendications faites à l'État, c'est enfermé dans une sorte de compromission sur comment l'État voit les victimes et comment l'État nous présente la figure de la victime, et le féminisme majoritaire l'a en quelque sorte repris pour lui et a repris cette figure de la victime idéale, dans le sens où c'est une victime qui doit correspondre à certains critères pour être validée de la part de l'État, mais aussi de la part, du coup, pour moi, du féminisme majoritaire, qui serait une victime à la fois qui serait passive, qui serait passive en demande de protection et surtout en demande de vengeance, c'est-à-dire en demande de peine, en demande de sanctions pour son agresseur. Et au nom de cette figure, l'État peut faire passer des politiques pénales toujours durcies, des politiques sécuritaires, des budgets, etc. Et en quelque sorte, le féminisme l'a repris pour lui et manque quand même de voir tous les endroits, toutes les impasses dans lesquelles ça le lance, et notamment le fait que en fait, ce statut, déjà, je l'ai dit, est profondément inégalitaire, mais aussi est très versatile, dans le sens où ce que l'État nous accorde, l'État peut tout à fait nous le retirer, et que certaines personnes qui sont les victimes d'aujourd'hui, en fait, hier étaient les criminels, les personnes criminalisées par l'État. Par exemple, si on prend rien que la question de l'avortement, enfin, il y a des personnes qui se sont fait, et c'est d'ailleurs le procès de Bobigny, enfin, c'est comme ça que la loi Veil passe, c'est parce que des femmes ont été criminalisées pour avoir avorté et été vues comme des criminels que ensuite on a pu passer dans un second temps à des femmes qui en fait nécessitaient la protection de l'État, nécessitaient des politiques publiques, etc. Mais en fait rien n'empêche qu'on fasse des mouvements inverses. Et donc c'est aussi de voir que c'est une figure, que l'accession à ce statut-là est profondément ancrée dans un contexte social, politique et historique et géographique qui est très changeant. Et donc il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait abandonner cette figure ou qu'il faudrait lâcher ce terme ou quoi, mais c'est de montrer comment l'État mobilise cette figure pour faire passer des politiques dans son intérêt, et comment les féministes doivent développer une certaine posture critique par rapport à tout ça. Peut-être je peux donner un exemple parce que ça c'est un peu abstrait, mais par exemple, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une loi que Darmanin essaye de faire passer qui s'appelle la loi SURE, S-U-R-E, et notamment qui essaye de faire passer le plaidé coupable en matière d'actes criminels. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il offre aux personnes qui sont touchées par... à qui on dit vous avez fait tel acte criminel, par exemple un meurtre, etc. Si vous acceptez de plaider coupable sans passer par la case procès, on vous promet de vous faire une réduction de peine, etc. Et du coup, en fait, c'est une manière de passer outre la case procès et d'envoyer les gens un peu plus vite en prison. Sachant qu'on fait déjà face à une justice extrêmement rapide, extrêmement automatisée, qui en fait bafoue tout un ensemble de droits individuels et de libertés fondamentales. Et ça, c'est vraiment l'incarnation du pire qu'on pourrait faire, quoi. Au lieu de venir réformer la justice et au lieu de venir redonner des moyens à une justice pour qu'elle fonctionne mieux, en fait, on continue d'aller un peu plus loin dans des choses qui sont vraiment extrêmement délétères. Et Darmanin essaye de faire passer cette loi au nom des victimes. C'est-à-dire qu'il dit, mais enfin, faut se rendre compte, c'est complètement fou, il dit la justice étant tellement lente, il y a tellement d'attentes, il y a tellement des délais de traitement tellement longs pour les procès, qu'au nom des victimes, pour les victimes, on va proposer ce plaidé coupable, parce que grâce à ça, les victimes auront plus vite justice. Et donc, et en fait, c'est complètement fou parce que c'est tiré sur une ambulance, quoi. La justice est dans un état déplorable, notamment à cause de Darmanin et à cause de ses réformes de merde. Mais en plus de ça, pardon, excusez-moi. Pardon. Mais en plus de ça, il le dit qu'il le fait en notre nom, au nom des personnes victimes, au nom du coup des féministes, etc.
Et donc là, il faut voir dans quelle mesure c'est certaines victimes qui sont mises en avant pour faire passer d'autres, et d'autres qui sont victimes des violences institutionnelles de l'État, etc. Et on va venir favoriser certaines victimes au nom desquelles on va pouvoir faire passer nos politiques et du coup nos intérêts, et aller toujours dans une aggravation de la situation au détriment d'autres qui en fait auraient bien besoin, elles aussi, de faire appel à leurs droits et à leur liberté fondamentale. Alors voilà, j'espère que ça donne un exemple un peu de ce dont je parle, quoi. Mais on voit bien qu'il y a certaines victimes qui sont favorisées. Enfin, c'est pas tant de dire que les victimes sont favorisées, c'est juste de dire que l'État se sert de cette cause-là, de cette figure-là, pour faire avancer des choses qui vont déjà dans un agenda de plus en plus sécuritaire, de plus en plus capitaliste et de plus en plus automatisé en matière de justice. J'aimerais qu'on revienne sur ton titre, La violence en spectacle. On y lit clairement en fait, une critique du rôle croissant des médias dans le traitement des violences sexistes et sexuelles, avec une médiatisation des procès, des mises en scène de punition, etc. Et tu as écrit aussi une petite critique de MeToo. Donc voilà, si tu pouvais... Parce que du coup, effectivement, dans le livre, il y a figure de la victime, mais au-delà de la figure de la victime, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment, du coup, vous l'aurez compris, le mouvement féministe c'est reprogrammer une forme de grammaire politique en termes de mouvement de victimes, c'est-à-dire un mouvement qui s'organise autour d'une identité collective et partagée de victimes, au nom de laquelle on va pouvoir demander de la réparation, de la reconnaissance de la part d'une autorité légitime, de la protection des droits, de plus de punitions, etc. L'idée, c'est de dire que c'est un mouvement de victimes qui s'est organisé comme ça selon un contexte particulier et selon un contexte particulier social, notamment qui promulguait la figure de la victime, dans le sens où il y a plusieurs mouvements sociaux en fait qui se sont retrouvés à prendre cette même grammaire, et notamment il y a des mouvements de victimes d'attentats, il y a des mouvements de victimes de violences racistes, etc., qui sont organisés autour de cette identité collective de victimes. Et ce qui était intéressant de comprendre pour moi, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, parce que moi j'avais l'impression que ça avait toujours été le cas. Mais en fait, le fait de parler depuis cette figure-là, depuis cette identité-là, c'est quelque chose d'assez récent dans les mouvements sociaux, et c'est quelque chose qui est apparu aussi à partir des années 80, à partir du tournant néolibéral, avec une place plus importante laissée à l'individu, aux témoignages personnels individuels, au trauma, etc. Et que tout ça, en fait, s'explique aussi contextuellement. Et donc, effectivement, j'essaye de parler de MeToo parce que pour moi, MeToo, c'est assez emblématique de ça, et notamment le fait que donc, MeToo, c'est les années 2010, donc on fait un petit bond en avant par rapport aux années 80. Les années 2010, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est des moments de mobilisation de masse des femmes, des féministes. En Argentine, il y a Ni Una Menos, il y a des grèves féministes qui mobilisent des millions de femmes en Espagne en 2018. Il y a une mobilisation, il y a MeToo évidemment aux États-Unis, et en France, ça ne manque pas. C'est un moment de forte politisation dans le sens où le fait de se reconnaître autour d'une identité collective, enfin d'une identité partagée de victimes, c'est un moment qui permet aussi à plein de gens de s'agréger au mouvement féministe, qui permet à plein de gens de s'agréger autour d'une expérience commune, vécue comme commune, et c'est ça fait le fondement de la politisation. Donc pour moi, c'est un moment qui est particulièrement intéressant, mais il est aussi intéressant parce qu'il a été présenté comme un moment de libération de la parole, et moi, c'est ça qui vient me questionner, c'est-à-dire comment, à la fois, ça a été certes un moment de dénonciation, de mobilisation et de politisation pour tout un tas de gens au niveau individuel, mais en fait d'aller voir aussi le bilan, qu'est-ce que ça a donné, par qui ça a été repris dans un second temps en fait. Pas dans un premier temps quand tout le monde a commencé à parler, mais plutôt dans un second temps, quelles sont les institutions qui se sont emparées de MeToo pour parler au nom de MeToo. Et donc pour moi, la coalition féministe là, qui sort il y a quelques années, pour moi c'est un peu la fin de comète de MeToo, c'est-à-dire qui aujourd'hui peut parler au nom des femmes, peut parler au nom des féministes, qui est le plus entendu pour le faire, et qui est le plus entendu quand elle demande des revendications, notamment de politique pénale, de pénalisation. Et donc effectivement, je m'arrête sur la question des médias parce que pour moi, elle est centrale dans ce mouvement qui s'opère. C'est-à-dire que au moment de MeToo, il y a quand même une certaine méfiance qui s'instaure à l'égard de l'État, notamment parce que toutes les dénonciations, on voit bien qu'en fait, elles ne trouvent pas de réponse étatique dans les tribunaux, etc. Donc, il y a un peu une autonomie. Enfin, moi, je le vois aussi comme une autonomisation. C'est des femmes qui, en fait, décident par leur parole de commencer à se faire justice elles-mêmes. Et du coup, il y a un allié qui se dégage aussi dans le champ social, qui sont les médias, et qui, à ce moment-là, se présente comme un allié solide pour faire, en fait, une forme de contre-pouvoir face à un État qui ferme les yeux et les oreilles à la cause des victimes de violences sexuelles. Et donc à ce moment-là, les médias commencent à produire de plus en plus de récits dans le sillon de MeToo.
Et aujourd'hui, on se retrouve pour moi vraiment dans la directe continuité. Enfin, je ne sais pas si vous voyez toutes les affaires de violences sexuelles qui sont sorties depuis MeToo, c'est faramineux. Enfin, Mediapart en a fait sa ligne principale. Et en fait, tant mieux que tout ça a existé, parce que je pense vraiment que ça a participé à organiser une forme de contre-pouvoir face à l'État. Ça a permis de sensibiliser vraiment massivement sur la question des violences sexuelles, et ça a permis surtout, pour moi, la principale réussite du mouvement féministe des années 2010, c'est le fait qu'on ne peut plus aujourd'hui remettre en question le fait que les violences sexistes et sexuelles, c'est un fait social. C'est un fait social qui parle de nos sociétés, qui parle des structures, des fondements et des dynamiques profondes de nos sociétés. Et ça, on ne peut plus trop le remettre en cause. Et donc les médias ont participé à ça. Mais du coup, pour moi, il s'agit simplement de faire un bilan pragmatique de tout ça. C'est-à-dire, OK, on a choisi les médias comme alliés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours des alliés ou pas ? En fait, quels objectifs ça nous a permis de remplir ? Où est-ce que ça nous a emmenés ? Dans quelles impasses ça nous a dépêchés ? Et c'est simplement de faire un bilan pragmatique, quoi. Et notamment, j'essaie de m'arrêter du coup sur quelques affaires qui ont pour moi été assez emblématiques. Parce que moi, du coup, mon point de vue, vous l'aurez compris, c'est un point de vue abolitionniste qui veut l'abolition du système pénal. Enfin, ça, c'est mon objectif de lutte, et l'abolition d'un État capitaliste. Et du coup, est-ce que les médias nous amènent dans ce sens-là ou pas ? Mais peut-être qu'après, on a différents objectifs aussi dans la vie. Mais en tout cas, je m'arrête notamment sur l'affaire de Patrick Poivre d'Arvor. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire, ça commence à remonter un petit peu, mais moi, le traitement médiatique de cette affaire m'avait paru assez emblématique de la manière dont sont aujourd'hui traitées les affaires de violences sexistes et sexuelles dans les médias à large ampleur. Et donc, cette affaire-là, ça a donné lieu à un reportage de Mediapart avec une vidéo qui dure à peu près 2 heures à 3 heures, enfin 2h30, c'est très très long. Et donc Mediapart invite, je sais plus si c'est 15 à 20, enfin en tout cas plus d'une dizaine de femmes à venir prendre la parole pour venir raconter qu'est-ce que PPDA leur a fait subir, quoi. Et moi, cette vidéo me met profondément, enfin me surprend et me fait beaucoup réfléchir, parce que c'est déjà une mise en scène. Enfin, c'est vraiment le spectacle, quoi. C'est une mise en scène, c'est-à-dire que les personnes sont mises sur 2 estrades, les unes à côté des autres. On leur demande de toutes prendre la parole les unes après les autres pour dire toujours la même chose selon la même structure narrative. C'est moi, une telle, j'avais tel âge quand PPDA m'a fait tel truc. Et ensuite, il y a les journalistes qui viennent poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé exactement, un peu dans les détails, etc. Ils ont même sorti une petite bande-annonce qui compile tous les débuts de prise de parole des différentes personnes pour donner un peu envie aux gens d'aller voir. Et donc moi, ça me pose vraiment question, parce que en fait, à la fois déjà dans la structure, il y a vraiment les journalistes qui sont un peu les avocats qui viennent poser des questions pour venir nourrir le dossier. Il y a les personnes victimes qui parlent et qui racontent leur récit face caméra. Enfin, ça pose aussi la question de dans quels états sortent ces personnes. Est-ce qu'elles vont bien en sortant ? Est-ce qu'elles étaient vraiment consentantes de faire cette chose ? Parce que quand on est les unes à côté des autres face caméra, ça peut être aussi difficile de mettre un stop et puis de partir si on n'a plus envie de le faire finalement. Enfin, ça pose toutes ces questions. Et ça nous met, nous, public, progressistes, si on en est, en position de juge. En fait, c'est nous, par notre regard, et par notre position à la fin, qui devons juger de la situation et qui devons condamner, réprimander moralement au moins ce qu'on vient d'entendre, et classer PPDA du côté des mauvais, quoi, en gros. Et donc, ça pose vraiment cette question de, en fait, dans quoi ça nous place, déjà à un niveau collectif, mais aussi qu'est-ce que ça reproduit en termes de dynamique répressive, de dynamique du système pénal. Parce qu'en fait, le truc, c'est que déjà, ça rejoue de manière un peu évidente la mise en scène du procès, mais au-delà de ça, ça vient rejouer des problématiques qui sont propres à l'arène judiciaire, qui est l'individualisation des phénomènes de violence, c'est-à-dire à la fin, je sais exactement comment PPDA se comporte dans son intimité. Par contre, il y a plein de trucs qui disparaissent complètement à l'écoute de cette émission, et notamment qu'est-ce qui s'est passé au niveau de son groupe professionnel, de sa hiérarchie, de l'ensemble de la structure. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient au courant ? S'ils étaient au courant, pourquoi ils n'ont rien dit ? Qu'est-ce qui a été mis en place par la suite ? Est-ce que ça a fonctionné ? C'est quoi le bilan de ce qui a été mis en place ? Enfin, ce qui a été mis en place par la suite, en l'occurrence, c'est des dépôts de plainte, etc. Mais ce qui nous concerne, qu'est-ce qui pourrait être mis en place qui ne soit pas juste le dépôt de plainte ? Parce que peut-être que toutes ces personnes n'ont pas porté plainte d'ailleurs, et qu'est-ce qui a été fait pour elles ? Enfin, en fait, il y a toutes ces questions qui restent complètement en suspens et qui sont
au-delà du fait d'être en suspens, elles sont complètement invisibilisées par le fait qu'on se concentre à fond sur PPDA comme le monstre qu'on va venir décrire dans les moindres détails, qu'est-ce qu'il met en place, quelles sont les dynamiques perverses qu'il met en place dans ses relations de travail, etc. Mais en fait, tout ce qui fait structure, tout ce qui fait collectif autour disparaît. Et moi, c'est ça mon enjeu principal, c'est de se dire que si on veut être à même de répondre plus fidèlement, enfin plus intelligemment et plus efficacement aux situations de violence, sexiste et sexuelle, ce qui n'est pas le cas du système pénal aujourd'hui, sur quel levier on va pouvoir s'appuyer, quelle responsabilité on va pouvoir mettre en place aussi pour pouvoir réagir dans un second temps. Et tout ça, pour moi, c'est essentiel. Et c'est un peu enfin voilà, bon, je vais pas donner d'autres exemples, mais c'est la même chose qu'on voit avec le procès Skwarnek, avec ce chirurgien qui a commis des atrocités pendant plus de 30 ans auprès de plus de 300 enfants ou très jeunes adultes. Et lui, en l'occurrence, à son procès, il y a toutes les institutions qui étaient au courant, il y a les flics qui étaient au courant, il y a l'ordre des médecins qui est au courant, les hôpitaux passent les uns à la suite des autres, et tous viennent à la barre en disant « Ah, oups, on savait pas, bon, voilà, en gros, désolé, mais on savait pas. » Même pas désolé, parce que s'ils disent désolé, ils s'incriminent, mais on savait pas, et voilà. Et en fait, ça pose vraiment la question de qu'est-ce qui peut apporter de l'apaisement aussi aux personnes victimes, parce que le Skwarnek soit montré comme un monstre qui a mal agi, etc., c'est une chose, mais déjà, il faudrait qu'il reconnaisse ce qu'il a fait à moitié. Mais aussi de deux, il y a aussi tout un tas de gens qui étaient responsables, qui avaient une responsabilité notamment institutionnelle au moment des faits, qui n'ont pas pris leur responsabilité. Et moi, je crois que ça peut pas suffire aux personnes victimes d'avoir une moitié de reconnaissance de la part de Le Skwarnek, et puis que toutes les autres institutions profitent aussi de ce blanc-seing par une surconcentration autour de la figure de l'auteur et de l'agresseur, quoi. Donc voilà, ça pose toutes ces questions, et effectivement, les médias, pour moi, viennent un peu rejouer ces travers-là. Et donc, il s'agit plutôt de dire, ok, si on veut faire le bilan, comment ce serait possible de rediriger, réorienter ça, et d'en faire, de changer un peu notre manière d'appréhender ça. Aussi parce que c'est très normatif dans qu'est-ce qu'on met en place dans nos propres milieux militants, quoi. Et alors, comme on l'a vu avec l'émergence de cette figure sociale de la victime, donc on voit bien l'impact positif qui est effectivement la reconnaissance, parfois la réparation, mais donc cette fameuse demande en fait de toujours plus de sécurité. Et toi, dans ton dernier chapitre, si je dis pas de bêtises, en fait, tu nous demandes de renoncer en fait à cette promesse de sécurité, en disant déjà que c'est une illusion. Mais comment on fait en fait concrètement ? Qu'est-ce que tu veux dire par là, et comment on pourrait faire ça concrètement ? Ouais, effectivement. Du coup, pour moi, renoncer au mythe de la sécurité, c'est déjà de dire que, c'est déjà de dénoncer, parce que moi, donc, pour expliciter, j'ai dans mon rétroviseur le féminisme majoritaire qui demande toujours au nom de notre protection, en fait, ça demande vraiment qui sont le nous et de quelle catégorie de population on parle, encore une fois, et de quel type de victime on parle. Mais en tout cas, j'ai vraiment le fait de vouloir dénoncer à la fois cet idéalisme punitif qui est à la base du féminisme majoritaire, mais aussi ce mythe de la sécurité qui serait que, à force de demander plus de lois, à force de demander plus de flics, à force de demander plus de places de prison, plus de prisons tout court, ou plus de chambres de prison, etc., on pourrait être en sécurité. Enfin, il y a vraiment une situation où, hop, on aurait demandé tellement de lois, tellement de places en prison, etc., que ça y est, on arriverait à une situation, à un stade où on serait en sécurité, on pourrait se sentir en sécurité, et ce serait, on pourrait pas nous l'enlever, et ce serait là, quoi. Moi, pour moi, ça va avec l'idéalisme punitif, c'est-à-dire que, pour moi, c'est important de dire qu'au nom de notre propre sécurité, au nom de notre propre protection, on ne peut pas demander des choses qui mettent en danger d'autres catégories de population ou des personnes qui ne sont pas nous. Et donc il y a vraiment l'enjeu pour moi de mettre, c'est un peu une limite saine à nos revendications collectives, aux revendications du féminisme majoritaire, de se dire que au nom de notre propre, encore une fois, de notre propre sécurité, on ne peut pas demander, on ne peut pas promouvoir et légitimer l'expansion d'un système extrêmement inégalitaire, extrêmement oppressif, qui est le système pénal, qui est un État capitaliste qui en fait reproduit énormément et en fait n'a pas comme objectif la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je pense que ça, c'est vraiment très important pour moi, c'est que il y a comme un mythe dans les milieux féministes qu'à force de former les gens, à force de donner plus d'argent, à force d'étendre ce système-là, on arrivera à une situation
où ça deviendrait des bons alliés, ça deviendrait des personnes sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer et qui, en fait, partageraient nos objectifs de lutte. Moi, je crois qu'il est vraiment essentiel de dire que le système pénal, l'État ont des objectifs qu'ils remplissent extrêmement bien. C'est juste que ce n'est pas les mêmes que nous et que, en fait, ça ne sera jamais les mêmes que nous. Et du coup, de fonctionner sur ce truc de la sécurité, ça permet vraiment de venir nourrir un moulin qu'on ne maîtrise pas et qui n'est pas le moulin des milieux féministes, puisque de fait, nos objectifs sont complètement divergents. Et donc, il est essentiel de comprendre que la lutte contre les violences sexuelles aujourd'hui est instrumentalisée de la part de l'État et qu'il faut qu'on puisse développer une résistance, développer un regard critique sur ce qui est fait en notre nom, justement pour commencer à proposer des alternatives enviables et un projet politique plus ou moins autonome et révolutionnaire s'il en est, qui permettent de s'organiser en contre-pouvoir, notamment parce que aujourd'hui l'État qui dit qu'il lutte contre les violences sexuelles, c'est des magistrats, c'est des procureurs qui en fait sont en dessous de tout sur la question des violences sexuelles. Donc il faut vraiment se dire que si c'est pas nous qui inventons des choses, des alternatives, des modes de justice alternatives, enfin, ça viendra de nulle part. Donc il faut vraiment commencer à s'organiser et à s'attaquer à ce chantier de penser une réponse abolitionniste à la question de la lutte contre les violences sexuelles. Et justement, pour conclure par rapport à ce terme d'abolitionnisme, je ne sais pas déjà si c'est clair pour tout le monde ce qu'est le féminisme abolitionnisme, mais est-ce qu'il y a vraiment un féminisme carcéral ? Alors peut-être d'abord pour répondre sur le féminisme l'abolitionnisme pénal, c'est une philosophie qui prône la fin d'un État pénal, la fin d'un système pénal qui repose donc sur des tribunaux, sur la justice, sur la police, etc. Et donc c'est un projet qui vise à mettre fin à ce système pénal puisqu'il serait fondamentalement oppressif, inégalitaire et dont l'objectif majeur ce serait en fait fondamentalement de contrôler et d'enfermer les populations les plus précaires et issues de l'immigration de notre société. Donc c'est la philosophie, enfin en gros, en très très gros, quoi, la philosophie abolitionniste. Et donc est-ce qu'il existe un féminisme carcéral ? Non, enfin en fait, oui, pour moi il existe un féminisme carcéral dans le sens où on a une orientation carcérale prise par le féminisme majoritaire en France aujourd'hui, qu'il faut pouvoir critiquer et avec lequel il faut pouvoir prendre de la distance aussi pour pouvoir s'organiser et faire autre chose à la place. Après, personne ne se revendique du féminisme carcéral. Simplement, aujourd'hui, il existe des féministes d'État, c'est-à-dire Aurore Berger, Marlène Schiappa, etc., qui travaillent main dans la main avec l'État, et de fait, l'État est un État carcéral. Donc, en fait, on fait assez vite le pont entre des féministes d'une part, l'État d'autre part, et du coup, le système pénal et carcéral encore de l'autre côté. Mais en tout cas, oui, du coup, pour moi, c'est peut-être pas une réponse franche, en mode oui, il en existe parce qu'il n'y en a pas qui se revendiquent. Par contre, il y a vraiment des groupes féministes aujourd'hui, dont Némésis, dont des groupes d'extrême droite, qui aujourd'hui reposent énormément sur le fait, sur l'incarcération et la criminalisation comme des leviers féministes principaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elsa. Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions dans le public. Oui, merci de ton intervention et de ta présence sur Toulouse. J'ai ton bouquin dans le sac, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc à l'arrache, j'ai lu l'intro et la conclusion. J'ai lu ton précédent bouquin. Hein, et j'ai vu ton entretien dans lundi matin. Donc je commence un peu à connaître le fond de ta pensée, quoi. Et puisqu'il s'agit de dire aussi à chaque fois d'où on parle, moi je suis abolitionniste depuis des années, militant. Je connais très bien les milieux militants, libertaires et tout, de longue date. Et j'aime beaucoup ton volontarisme, ton optimisme et tout. Moi je suis très très pessimiste sur ces questions-là, parce que le poison, l'idéologie punitive et compagnie, c'est très très imprégné jusque dans les milieux. T'as parlé des États-Unis. Avant toi, j'avais déjà entendu parler de ça. Tu sais, des expériences de justice transformatrice et tout. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qui s'en est emparé, quoi, et qui a pratiqué. Et en fait, ça éclaire évidemment nos réalités, parce que quand on connaît les milieux militants, donc toi spécifiquement, féministe et tout, moi c'était milieu libertaire, donc je connais quand même un peu. Hein, j'ai vu les choses qui ont émergé depuis 25 ans et tout. Et là où je suis très pessimiste, j'ai vu aussi la composition, tu sais, un peu sociologique de ceux, surtout ce qu'on appelle, ceux qui sont organisés, quoi, ils sont pas concernés par la prison comme les Américains dont tu parles sont concernés, mais intimement, quoi. Quand t'as les hommes
principalement, c'est vrai que c'est essentiellement les hommes qui vont en prison, tes fils qui sont en prison, c'est quelque chose de viscéral, quoi. Quand par exemple, je viens de lire le bouquin j'ai tardé à le lire, d'Aurélie Garand, que tu connais très certainement, donc son milieu voyageur et tout, son frère a été assassiné par le GIGN il y a quelques années. Enfin, dans ces milieux-là, les milieux voyageurs et compagnie, voilà, ils n'ont pas les mots, mais au niveau positionnement, oui, ils sont bien sûr qu'ils sont abolitionnistes, et le mot ils ne les connaîtront jamais dans ces milieux-là. Dans nos milieux, mais c'est la faute à personne, hein. C'est à cause des expériences de vie, de trajectoires de vie. On a beau de temps en temps, dans la presse par exemple libertaire, il y a de temps en temps des histoires emblématiques voilà, donc c'est nos martyrs et tout, des procès et tout qu'on met en lumière et tout. Mais la réalité, c'est que la plupart des procès qui concernent ce milieu-là, c'est des questions de délits d'opinion et compagnie. Donc on en fait un peu dans toutes les villes des gros collectifs de soutien et compagnie, et ça débouche sur des choses mineures. Mais fondamentalement, les milieux qui peinent, donc c'est nos idées en fait, elles ont du mal à mordre parce que tout simplement ils sont pas concernés. Il faut avoir sinon des convictions très très fermes, quoi. Moi j'ai fait de la zonze, hein. Donc les convictions je les avais déjà avant la prison, hein, et ça a juste servi la prison à affermir la position abolitionniste, hein. Donc j'ai observé ça pendant 2 ans et demi, donc je connais les milieux, nos milieux. Ça m'a rendu encore beaucoup plus critique sur nos milieux, et à la limite j'en attends rien du tout sur ces questions-là, mais vraiment rien du tout. Moi, mon espoir, par exemple, un peu grâce à la prison aussi, j'ai des connexions avec des milieux voyageurs et compagnie. D'autres, d'un seul coup, en fait, ça m'a fait connaître d'autres milieux, et même le milieu carcéral et les gens, voilà, les tolards. Moi, mon petit espoir, c'est qu'il y ait une réémergence de lutte. Tu as parlé des années 70 et compagnie, donc il faut évidemment le ferment. Et après, nous, on aurait, dans les milieux militants, on aurait à embrayer et déjà à se préparer, évidemment. Tu sais, donc il y a un travail formidable que tu fais, hein. Et pour te faire une confidence, ton premier bouquin, j'en ai entendu parler quand j'étais en 11, quoi. Et avec vraiment, j'ai eu une agréable surprise. Je recevais CQFD, tu sais, c'est envoyé gratuitement et tout. Et donc, je t'ai découverte comme ça, quoi. Et vraiment, c'était vraiment une putain de bouffée d'oxygène. C'était génial, en circonstance, quoi. Et donc, quand je suis sorti, je me suis empressé de le lire. Et je vais lire le deuxième. Et je te dis, il faut que... D'accord, le travail, il est fondamental, ce que tu fais, mais l'incubateur de réémergence de mouvements de lutte et tout, il faut que ça vienne des premiers concernés et de leur famille. Tu as nommé les États-Unis, et moi je pense comme ça, c'est aussi un travail en parallèle et tout, des gens comme Aurélie Garand et compagnie, et puis voilà, quoi. Merci. Ouais, et merci beaucoup pour ton intervention, parce qu'effectivement ça pose la question de par qui s'est repris ces idées-là, comment elles se diffusent, etc. Et en fait déjà il faut se dire qu'on en est au tout début, parce que déjà le temps que ça arrive en France et que ça commence à être mis en application, mais je trouve qu'il y a quand même des idées, des projets qui sont très prometteurs en la question, et qui sont toujours depuis là où les gens militent déjà de base, quoi. Et notamment, donc déjà en France, il y a des livres comme Justice Partout qui sont écrits et qui ont permis quand même de rapporter cette pensée en France. Mais il y a aussi des collectifs qui s'organisent autour de la justice transformatrice, et qui sont pas des collectifs qui vont se concentrer effectivement sur des populations qui en fait n'ont jamais affaire à la police et à la prison. Parce que nous, par exemple, à Fracas, il y a beaucoup de gens qui nous contactent qui ont jamais affaire à la police et à la prison. Donc ça questionne vraiment de qui est intéressé en fait par la justice transformatrice, qui reprend ces trucs de justice alternative, etc. Et je crois qu'il y a vraiment une urgence, ou en tout cas une importance à s'organiser parmi les milieux qui font de la justice transformatrice, aussi pour justement se poser la question de où est-ce que ça se diffuse. Et notamment en Belgique, il y a des groupes comme la Maison du Conflit qui essayent de développer une sorte de culture du conflit au sein de leur quartier, donc vraiment à un niveau local, autour d'eux, avec l'idée que c'est par le fait d'aller voir des associations sportives, c'est par le fait d'aller voir des associations de quartier, et de comment on va prendre en charge par exemple les conflits de voisinage. Enfin, il y a vraiment l'idée d'une stratégie politique qui va dire ok, en fait, dans quel cas la police est appelée le plus par les habitants, et du coup comment on va ponctuellement venir répondre à telle et telle problématique sociale. Et donc si c'est des conflits de voisinage, et du coup les gens qui appellent les keufs,
meuf parce que y a du bruit, etc. Comment on va pouvoir intervenir sur cette situation-là, enfin sur ces types de situations-là en particulier, et donc venir soutenir des associations qui interviennent là-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, il y a différentes manières de faire de la justice transformatrice qui se met en place différemment en fonction de qui la pense, quoi. Et il y a des gens qui essayent de la penser à un niveau micro-local et de comment on va venir au sein d'un quartier changer des dynamiques de prise en charge des conflits et des prises en charge de violences. Et moi, par exemple, qui essaye plutôt de le faire au niveau du mouvement féministe parce que c'est de là d'où je viens. Et là où pour moi il y a un enjeu majeur à intervenir au sein du mouvement féministe sur la question des justices alternatives, c'est que le mouvement féministe aujourd'hui sert de levier de légitimation pour un État qui veut s'étendre et étendre ses politiques pénales et carcérales. Donc en fait, pour moi, il y a un enjeu idéologique à venir intervenir à cet endroit-là en disant, en fait, là, pour moi, il y a une impasse et il y a aussi des alternatives. Donc il faut penser au fait que de continuer à pousser dans cette voie, ça nous met dans la merde sur du long terme. Donc il faut qu'on puisse penser idéologiquement, politiquement autre chose et arrêter de servir à l'État pour instrumentaliser la cause des victimes. Mais du coup, voilà, en fonction de où en sont les gens, il y a toujours des choses à faire et à inventer. Mais en tout cas, je vous rejoins. J'ai rien d'autre à dire là-dessus parce que c'était une analyse très fine que vous avez faite sur où est-ce que ça se diffuse et comment c'est repris, quoi. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé ton premier et ton deuxième ouvrage. Et je voulais déjà dire que je trouve que c'est hyper précieux comme ouvrage parce que ça existe peu dans le champ idéologique et théorique en France, je trouve, de ce type d'approche pour questionner la violence patriarcale, parce que par exemple en Italie il y a Tamar Peach, aux États-Unis il y avait déjà une tradition anticarcérale qui questionnait ces questions-là, et c'est vrai qu'en France, quand on se penche sur le champ féministe français, on a l'impression qu'il y a eu un trou, comme tu dis, entre les années 75 et aujourd'hui. Et du coup, je trouve que c'est précieux de remettre ces débats sur la table. Donc ça, c'était la première chose. Et après, je voulais te demander, parce que, à mon avis, une des pistes aussi pour réfléchir à la question de méthodes alternatives, c'est aussi de réfléchir pourquoi il y a ce creux. Toi, tu dis beaucoup sur la question du néolibéralisme, qui individualise les problèmes sociaux, mais je pense aussi ça détache aussi les violences sexistes et sexuelles comme un type de violence spécifique d'autres types de violences commises par le système patriarcal, par le système capitaliste, par le système impérialiste. Et du coup, de ce point de vue-là, il y a aussi une espèce de fable un peu de dire, en fait, on pourrait avoir un système capitaliste sans violence sexiste et sexuelle, et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vachement ancré. Et du coup, le corollaire aussi de ça, mais je pense aussi du néolibéralisme, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas commencé à militer dans le mouvement féministe, par exemple, j'ai commencé à militer dans d'autres types de mobilisation, mais tous les mouvements sont très séparés. Enfin, c'est-à-dire que d'un côté, tu as le mouvement ouvrier, de l'autre côté, tu as le mouvement féministe, de l'autre côté, tu as le mouvement antiraciste, écolo, etc. Et du coup, ça, c'est aussi une conséquence du néolibéralisme. Et que du coup, on dirait que les méthodes du mouvement écolo, par exemple, de, je sais pas moi, saboter une pipeline, elle serait impensable pour lutter contre le patriarcat. De la même manière qu'en fait, on a l'impression que c'est très rare les grèves féministes, c'est-à-dire que les grèves en fait qui éclatent autour de sujets sur les violences sexistes et sexuelles, alors qu'en vrai, quand on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, les premières grèves de femmes, c'était des femmes qui refusaient de se faire agresser sexuellement par leur patron, et de la même manière, en fait, le mouvement féministe, il est aussi, enfin, et le mouvement ouvrier, il s'est aussi forgé par une bataille politique des féministes en son sein qui ont dit qu'il faut prendre en charge la question du patriarcat et tout. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait aussi penser via, c'est pas juste une question de dire convergence des luttes, mais aussi alliance de méthodes et de se réapproprier le féminisme des années 70. À la fois, c'est se réapproprier un rapport critique à l'État, à la prison, etc. Mais aussi le fait de dire, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, de la même manière qu'il y a eu une grève de 3 millions de personnes contre la réforme des retraites, en fait, en France, pardon, je ne vais pas faire trop long, mais là, il y a eu une manif le 7 mars qui était contre la réforme des retraites, et le lendemain, il y a eu 8 mars, et on a l'impression que c'était deux manifs totalement séparés. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une grève générale contre le patriarcat et contre les violences sexistes et sexuelles et tous les types de violences faites aux femmes, aux personnes LGBT, etc. Ouais. Merci beaucoup, mais que des analyses brillantes ce soir, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que pour moi, on est dans une période bien particulière parce qu'on sort du tunnel des années 80 jusqu'aux années 2000 en tout cas, mais qui nous a quand même, qui a eu des répercussions au long cours dans lesquelles pour moi on est toujours, qui est que ça a quand même bien dévitalisé nos mouvements féministes et qu'aujourd'hui on se retrouve, parler de féminisme majoritaire, c'est aussi parler de féministes d'État, etc., qui sont allés dans plein d'espaces, mais on peut pas dire qu'on fait face à un mouvement féministe vif et ardent en ce moment, quoi. Enfin, on voit bien que c'est un mouvement qui a vraiment du mal à mobiliser et qui galère à se renouveler et à mobiliser en dehors des manifs iconiques du 8 mars et du 25 novembre, quoi.
Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour moi, en fait, on est en train d'arriver, mais ça, c'est une analyse sauvage qui est pas du tout dans mon livre, et bon, faudrait que j'aille un peu lire là-dessus, mais en tout cas, on est en train d'arriver à quand même une forme de fin de période pour le féminisme, parce que on est en train de faire face à une fascisation de la société sans précédent, non, mais qu'on n'a pas connu en tout cas depuis longtemps. Et ça met fin pour moi à une période du néolibéralisme progressiste. Ça, c'est Nancy Fraser qui l'a nommé comme ça, c'est-à-dire au début des années 80, un État, des États, un système capitaliste qui comprend son propre intérêt à venir s'immiscer et reprendre des revendications progressistes pour pouvoir légitimer certaines politiques, notamment pénales, mais politiques publiques de manière générale. Et ça, cette période, pour moi, elle s'écoule, enfin pas pour moi, mais elle s'écoule jusqu'à en fait les années 2020. Mais pour moi, on est en train de connaître la fin de cette période, parce qu'on l'a bien vu, il y a plein d'entreprises qui sont en train de retirer leur financement, toutes les politiques de pinkwashing, etc., sont en train de prendre un sacré coup dans l'aile en ce moment, notamment avec l'arrivée de Trump, avec toute la période Trump. Il y a aussi le fait de, les entreprises en gros sont en train de se retirer, et l'État est en train de les États sont en train de se retirer de toutes ces politiques féministes ou pseudo-féministes en faveur de la cause des femmes, en faveur de la cause des LGBT, etc. Et donc pour moi, bientôt, en fait, on va comprendre l'intérêt et l'importance de repenser, comme tu dis, des alliances ponctuelles, mais aussi une forme de convergence des luttes. Et je crois que c'est en train d'arriver quand même, parce que je parle du féminisme majoritaire et tout, mais quand même avec toutes les mobilisations, alors toute la grève, toutes les grèves autour de la réforme des retraites, etc. C'était une première couche. En fait, tous les mouvements sociaux qui ont lieu depuis quelques années, et notamment avec toutes les mobilisations féministes qui se sont jouées autour du génocide autour de Gaza, les guerres au Liban, en Iran, etc. Enfin, il y a quand même, pour moi, une remobilisation féministe sur des questions qui sont à la base plutôt vues comme extérieures au mouvement féministe, et qui, pour moi, me donnent pas mal d'espoir, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on fait quand même face à un décloisonnement des luttes aujourd'hui, et y compris des luttes féministes qui voient de plus en plus leur intérêt à y aller, quoi. Enfin, de plus en plus, ça fait quand même quelques années, mais ça a pris un nouveau élan là dernièrement. Mais du coup, c'est aussi le moment d'intervenir sur les questions pénales et carcérales aussi, quoi, parce que souvent on pense qu'on va juste laisser le féminisme hégémonique faire ses trucs, quoi. Mais en fait, le féminisme hégémonique est en train de demander des lois, majoritaire, est en train de demander des lois et des choses qui vont vraiment nous mettre dans des formes d'impasse tout à fait bientôt, quoi. Donc il faut intervenir sur ces deux plans-là, à la fois dans le mouvement féministe, qui est un mouvement relativement autonome avec ses propres modes de fonctionnement, et à la fois sur un mouvement qui est en train d'éclater et qui est en train de rencontrer les luttes marxistes, etc. Enfin, on voit des alliances aujourd'hui qui sont en train de se faire et qui sont très intéressantes, quoi. Voilà. Merci Elsa pour ta présentation. Moi, ça m'évoque ces échanges-là, ça m'évoque peut-être un autre point de convergence possible. Je ne sais pas si tu y as réfléchi. C'est comme tu parles dans les exemples que tu as cités entre PPDA, le Squareneck, MeToo aussi, où c'était un producteur dans le milieu du cinéma, et puis la personne derrière moi qui parlait aussi historiquement des femmes violées par leur patron. Moi, je vois l'angle du travail aussi, des violences dans les milieux de travail. Et en fait, j'ai l'impression, dans tout ce qu'on dit, qu'on parle beaucoup de violences de VSS, en lien quand même avec les rapports, je dirais, de domination qu'il peut y avoir dans les milieux de travail. Et donc, je me pose la question de la possibilité ou de l'existence peut-être de convergence de luttes avec les luttes notamment contre les violences dans les milieux de travail, qu'elles soient sexuelles, sexistes ou autres, même. Ouais. En fait, je pense que ça rejoint pas mal la question derrière, mais c'est comme si dans la sphère culturelle, médiatique, politique, etc., on avait tendance à présenter les violences sexuelles comme une cause autonome qui pouvait être décorrélée de toutes les questions de justice sociale notamment, mais aussi les problématiques liées au travail, liées à l'économie, liées au rapport à la famille, etc. Et en fait, pour moi, il y a un enjeu majeur, comme tu le dis, à repenser le fait qu'on ne peut pas lutter contre les violences sexistes et sexuelles en les autonomisant et en les rendant indépendantes de toutes ces problématiques sociales qui nécessitent en fait une forte mobilisation et de l'organisation autour de ces questions ponctuelles qui en fait auront des conséquences à court terme bien plus importantes que le fait d'incarcérer les gens, etc. Le fait de répondre en fait par des politiques pénales et par une justice pénale. Donc oui, en fait, il y a des choses qui sont en train de commencer. Enfin, ça s'est jamais arrêté, bien sûr. Il y a des mobilisations autour du travail. Il y a des grèves féministes qui ont lieu sur les questions du travail et sur la question de l'intrication avec les violences sexistes et sexuelles. Donc ça a toujours existé. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un enjeu à relier vraiment ces sujets-là au niveau politique, médiatique, beaucoup plus que ça n'est fait actuellement.
y compris pour le Squarneck, etc. Enfin, ça pose des questions de travail vraiment très importantes, quoi, et qui disparaissent en fait du traitement médiatique notamment. Donc oui, je te rejoins complètement. Bonsoir, merci pour cette présentation. J'étais en train de réfléchir lorsque vous avez parlé du fait qu'effectivement, on n'a pas... le statut de victime est hétérogène. Et le statut d'agresseur aussi, en fait, il est hétérogène. Et je voulais réfléchir avec vous à une situation qu'une connaissance a vécue. Elle s'est fait agresser sexuellement, elle s'est fait violer par une personne dans une condition de vulnérabilité extrême, notamment vis-à-vis de la justice. Cette personne était sans papier en Italie et donc dans un contexte de criminalisation de l'immigration illégale déjà de base, enfin illégale. Et du coup, lorsque cela s'est passé, elle a culpabilisé dans un premier temps. Il a fallu du temps, nous, son entourage, pour lui faire comprendre ce qui s'était passé. Et finalement, elle a décidé de ne pas porter plainte parce que cette personne, étant racisée, en étant dans une condition d'illégalité vis-à-vis de la justice, en fait, se serait fait expulser. Elle a vécu ça comme une injustice suprême dans la mesure où finalement, dans ce cas-là, la punition serait arrivée, elle aurait été exemplaire en raison du profil en fait social et racisé de l'agresseur. Et donc, il y a quelque chose qui s'est mis en place quelque part de manière très souterraine et latente. Ça a été une ostracisation de ce mec de la part de tout le quartier parce que en fait, l'histoire a commencé à être connue. Et l'ostracisation n'est pas dans le système carcéral. C'était une forme de punition, d'ailleurs, dans beaucoup de systèmes non européens qui n'avaient pas de prison. Mais elle rentre, en fait, dans un système de punition exemplaire, de mise à mort symbolique, quelque part. Comment tu réfléchis à ce genre de cas-là ? J'aurais rien à dire sur ce cas en particulier parce que c'est un cas que je connais pas et qui est sûrement bien plus complexe que là ce que tu viens de nous résumer. Mais en tout cas, effectivement, pour le coup, le premier livre, Faire justice, il parlait pas mal de la manière dont les milieux militants, mais pas que, les milieux... en gros, les communautés queer et féministes, c'est-à-dire des communautés qui reposent beaucoup sur des forts liens d'interconnaissance, sur de la réputation, etc. Et pour lesquels les réponses collectives apportées aux faits de violence reposent beaucoup sur ces mécanismes-là et sur comment on va venir justement mettre quelqu'un de côté ou répandre des rumeurs ou répandre des actes que la personne aurait commis dans la communauté, etc. Et donc c'est une réflexion qui m'a beaucoup animée, c'est-à-dire comment finalement, est-ce que par exemple là l'ostracisation c'est la manière la plus efficace de répondre aux faits de violence ou est-ce que c'est à défaut, et si c'est à défaut, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, qui repose aussi sur les mécanismes mêmes pour lesquels l'ostracisation est possible, c'est-à-dire des forts liens d'interconnaissance, des gens qui se connaissent, qui potentiellement s'organisent ensemble, etc. Comment on peut aussi profiter de ces aspects positifs là des collectifs ou des communautés pour pouvoir aussi répondre à une situation de violence d'une manière qui soit beaucoup plus satisfaisante à la fois pour la personne victime mais aussi du côté de la personne autrice, se poser la question de notre objectif. Est-ce que la personne c'est qu'elle soit juste punie et qu'elle soit ostracisée et auquel cas ça marche, ou est-ce que c'est qu'elle ne commette pas d'autres violences, est-ce que c'est ce qu'elle comprenne ce qu'elle a commis et ce qu'on lui reproche, est-ce que c'est je sais pas qu'elle fasse des excuses. On peut penser à tout un tas d'objectifs qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait développer avec elle. Et du coup, ça pose la question de est-ce que l'ostracisation est l'outil le plus efficace pour ça ? Et donc, c'est pas d'avoir une approche moralisante ou moralisatrice en disant non, c'est pas bien d'ostraciser, c'est plutôt pourquoi on ostracise et sur quel ressort ça repose aussi, parce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas ostraciser et il y a des gens qui s'ostracisent très facilement. Donc en fait, ça pose la question de, par exemple, si on utilise le call-out, si on utilise l'exclusion, etc., ces mécanismes-là, tout comme l'enfermement, tout comme, etc., reposent sur des dynamiques d'oppression, d'inégalité, etc., qu'il faut aussi pouvoir aller regarder si on veut les mettre en place, parce que sinon ça risque aussi de reproduire des mécanismes qu'on critique par ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt se poser toutes ces questions autour avant même de prendre une décision, et au moins qu'on prenne une décision, parce que de ce que tu dis, ça s'est pris plus ou moins à défaut, les gens ont arrêté un peu de lui parler, etc. Donc c'est même pas vraiment une décision. Mais du coup, c'est de se dire, au moins, si on prend la décision d'ostraciser quelqu'un, au moins ayons une discussion pour décider de ça, et puis voyons aussi les pour, les contre, les conséquences, etc. pour la personne directement concernée, mais aussi pour la personne victime qui, j'imagine, n'était pas très satisfaite de cette situation. Mais bon. Là, c'est des hypothèses. Merci beaucoup.
Je voulais rebondir sur les derniers mots de ton intervention, qui était d'essayer d'articuler les alternatives et un mode de fonctionnement autonome. Et je me demandais si c'était pas peut-être le bon moment pour commencer à envisager une institution, c'est-à-dire alternative. C'est-à-dire commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'échelle nationale, qui serait un peu un objectif de produire une justice telle qu'on voudrait qu'elle soit configurée. Alors, je fais un parallèle, par exemple, avec là, c'est une proposition, hein, c'est juste pour faire image, une sécurité sociale de la justice. Dans l'idée, c'est que la sécurité sociale, ça a existé en France comme une institution hors de l'État, financée par cotisation, gérée de manière à peu près démocratique, hein, et qui organisait des travailleurs avec des statuts élevés. L'intérêt, surtout, c'est d'un peu regrouper toutes les alternatives et de leur donner un peu un objectif à long terme sur ce qu'on pourrait faire. Et en plus, le parallèle avec la santé, de la sécurité sociale, c'est, je trouve assez intéressant parce qu'avant-guerre, l'hôpital, par exemple, c'est une institution où on va pour mourir. Après-guerre, dans les 50, c'est l'hôpital, c'est un lieu où on va pour se faire soigner. Moi, je vois ça un peu comme un tribunal, quoi. Aujourd'hui, bon, on y va, c'est pour se faire passer pas un moment très sympa, quoi. Et pourquoi pas envisager vraiment des lieux où on préfère du soin social. Voilà. Merci pour cette question, c'est très intéressant. Ça pose simplement la question de qui mettrait ça en place, avec quels moyens, et si c'est l'État, vous avez compris, j'ai pas trop confiance, quoi. Mais du coup, effectivement, pour moi, c'est vraiment inventer des alternatives, ça repose aussi sur qu'est-ce qui a été fait ailleurs et comment on pourrait les importer là. Mais pour moi, ça pose vraiment la question de la stratégie politique et puis de qui pense ces stratégies, parce que si on vient des milieux libertaires, c'est plutôt des stratégies d'innovation par le bas, et du coup de quelle manière on peut se mettre en réseau à partir d'initiatives collectives, et comment est-ce que tout ça peut monter assez haut à un moment pour qu'on puisse penser, je sais pas, je l'aurais pas nommé comme une sécurité sociale, mais comme, je sais pas, une caisse, une mutuelle du conflit, par exemple, et du coup, est-ce que ce serait je sais pas, des collectifs qui donneraient l'argent pour, à chaque fois qu'ils rencontrent une crise, pouvoir faire appel à des tiers extérieurs. En fait, ça demande d'inventer des alternatives, voilà. Mais du coup, voilà, en fait, ça dépend de qui les pense et de comment on les pense, parce qu'on les pense toujours à partir de théories particulières. Là, j'ai l'impression de sentir de la sociologie. Mais en tout cas, voilà, moi, je viens des milieux politiques plutôt qui ne vont pas se tourner vers l'État pour inventer ça, parce que, en fait, ce qu'on voit de la justice transformatrice, c'est que la justice restaurative, avant, a essayé de se tourner en fait, la justice restaurative, c'est la première version de la justice transformatrice. Et la justice restaurative, assez vite, a été portée par des criminologues, a été portée par des universitaires qui se sont en fait tournés vers l'État pour obtenir une forme de légitimation. Et en fait, ça a complètement changé les objectifs de la justice restaurative. Ça a complètement enlevé notamment le potentiel émancipateur qui était inhérent au projet restauratif. Et en fait, ça a dévitalisé quelque part la justice restaurative qui aujourd'hui est genre en lambeaux, quoi. Et donc ça pose la question de en fait, quand c'est remâché par l'État, en fait, qu'est-ce que ça donne. Et donc pour moi, il faut plutôt s'inventer en contre-pouvoir et plutôt en force instituante, c'est-à-dire une force qui va venir s'organiser pour se proposer à soi-même dans un projet autonome des alternatives, des manières de faire face à des situations que nous on aura nommées comme problématiques, que nous on aura aidé à comprendre, à analyser. Et donc ça, on peut complètement se passer de l'État. Par contre, ça pose vraiment la question du financement, notamment. Et là, par contre, je peux vous renvoyer vers le livre de Elsa Marcel qui s'appelle État de droit, ordre bourgeois. Et notamment, elle est avocate, et elle propose de créer un impôt pour pouvoir payer un service, pour que tout le monde puisse avoir accès aux avocats dans n'importe quelle situation, y compris qu'on ne paye pas de notre poche, quoi. Je pense que ça, c'est aussi une piste intéressante. Et ce que vous nommez, c'est aussi une piste intéressante. C'est juste, moi, je la proposerais pas forcément, quoi. Merci beaucoup pour la présentation et pour toutes les discussions que ça ouvre. C'est vraiment très très riche et je pense que c'est des endroits aussi inconfortables où on a besoin d'aller collectivement pour se poser les bonnes questions. En fait, un peu dans la continuité de ce que tu disais, moi j'aimerais bien savoir comment tu articules cette réflexion sur le punitif avec les pratiques de l'autodéfense. Parce que j'ai l'impression que ce que tu proposes, on pourrait le penser comme une forme d'autodéfense très long terme, qui nous propose vraiment un horizon souhaitable. En même temps, dans les pratiques de l'autodéfense, on est aussi sur une temporalité plus courte. On va chercher quelque chose qui est moins de l'ordre de la décision. Donc,
comment on articule ça ? Ouais, et ben c'est une très bonne question. Je vais répondre en 2 temps. Le premier, c'est que j'ai essayé notamment de comprendre comment les mouvements féministes, le mouvement féministe majoritaire pouvait proposer plus de peines, plus de sanctions, etc. pour répondre à leur propre situation. Et je crois qu'il y a ce truc ce serait légitime de demander ça au nom de notre propre défense, ce qui pour moi relève pas de l'autodéfense en réalité. Par contre, de venir répondre ponctuellement à un fait qui vient de se passer pour pouvoir se protéger, pour moi, c'est autre chose, quoi. Donc pour moi, en fait, faudrait déplier et définir qu'est-ce qu'on entend par autodéfense. Pardon, en fait, j'ai oublié ce que je voulais. Tu peux répéter la question ? On est vraiment sur le geste de comment tu réagis, par exemple, à une agression. Mais moi, par exemple, je suis avec une asso qui est un peu l'équivalent de Clafoutis à Paris, qui capte d'agir ici, qui fait de l'autodéfense pour enfants. Donc on travaille à la fois sur la reconquête de certaines actions possibles sur la scène elle-même, et en même temps, c'est peut-être, là on n'est plus totalement dans la question de l'autodéfense, mais il y a aussi, c'est quoi les moyens d'aller chercher une forme d'interruption de la violence pour les enfants. Potentiellement, c'est quand même d'aller parler à des adultes pour obtenir des choses qui en fait sont des signalements, donc sont l'activation d'un réseau qui est judiciaire. C'est juste pour donner un peu plus d'éléments de d'où vient ma question aussi. Et là, tu vois, on est un peu à la frontière de l'autodéfense parce que, en fait, je pense que cette temporalité courte, elle est aussi en jeu dans ce moment-là, parce qu'on est forcé à se dire là, il faut qu'on fasse en sorte que les violences s'interrompent. Et on doit le faire dans une urgence, qui est aussi ce qui est créé par l'État. Il faut être très, très conscient de ça. Et c'est ce que tu montres très bien dans ta manière de l'expliquer. Mais je trouve que là, il y a quand même une limite difficile à négocier. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que, dans tous les cas, je pense qu'il y a un truc a priori qu'on peut dire, c'est que s'il y a une situation de violence qui est en cours, c'est une urgence de l'arrêter. Et donc, c'est une urgence de l'arrêter par un peu quelque moyen qu'il soit. Donc en fait, si la situation est en cours, il est de notre, on peut réagir comme on peut, comment dire, tout est légitime à mettre en place. Mais pour moi, j'étais un peu prise dans ta question parce que il y a tout un débat autour de qu'est-ce qui relève des pratiques punitives et puis qu'est-ce qui relèverait de l'autodéfense et de comment on fait la différence entre les deux. Et du coup, quand on critique par exemple l'exclusion, qui a été pas mal nommée comme un outil d'autodéfense féministe pour faire face aux agresseurs de certains milieux, qu'il y a une urgence à exclure pour pouvoir protéger les victimes. Pour moi, c'est vraiment la question de la temporalité. Elle est essentielle. C'est une situation qui est en cours. Ça légitime le fait d'exclure quelqu'un d'une soirée, par exemple, ou d'essayer d'exclure du milieu, etc. Mais en fait, pour moi, l'intérêt d'être dans un mouvement politique, c'est de penser les enjeux à court terme, mais aussi à long terme, et de qu'est-ce que ça propose comme horizon politique de réagir de cette manière, sans forcément penser à des alternatives ou sans forcément penser à des critiques de ces mêmes outils. Pour moi, c'est ça. Là où je place le point de focal de mon travail, c'est là où je place ça devrait être le point de focal des mouvements féministes, de se poser la question de, ok, répondre à un instant T, c'est vraiment très différent que de répondre sur du long terme. Et des réponses à un instant T peuvent avoir des répercussions extrêmement délétères sur du long terme, notamment, par exemple, je sais pas, les arrestations, l'incarcération à un instant T, ça permet effectivement de faire en sorte que la violence s'arrête. Par contre, à long terme, ça a des effets extrêmement délétères et très inégalitaires en fonction des populations de qui on parle. Et donc, il faut aussi pouvoir aller regarder ça, quoi. Donc, pour moi, l'autodéfense, ça a toute sa place. En plus, je viens aussi des milieux d'autodéfense féministe, etc. Ça a toute sa place pour répondre à une situation de violence à un instant T. Par contre, le fait de demander des politiques pénales au nom de notre propre sécurité, qui étant, par exemple, un état carcéral, etc., pour moi, ça peut pas être passé pour de l'autodéfense, et donc il faut vraiment qu'on puisse définir qu'est-ce qu'on entend par là et c'est quoi les limites. Et donc je suis d'accord, j'ai l'impression que c'est un peu ça ta conclusion, c'est comment on pourrait définir ça et est-ce qu'on peut faire une catégorisation qui différencierait ces pratiques punitives par exemple ou l'autodéfense. Et là pour le coup j'ai pas de réponse à part cette question de la temporalité qui moi me semble vraiment le premier critère pour différencier tout ça, quoi. Bon, eh bien, on va conclure. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce soir pour accueillir Elsa Decq-Marceau. Si vous avez envie d'une signature, je crois que c'est possible. Petit oui, mais bon, des petites signatures du coup. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, vendredi 24 avril 2026, avec Elsa Decq-Marceau, autrice de La violence en spectacle, féminisme, état punitif et figure de la victime, aux éditions de La Fabrique.
Elsa Decq-Marceau a aussi signé en 2023 chez cet éditeur Faire justice, moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes. Réalisation et mise en onde Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.